Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur IDEN Télévision. Présentation du projet Fonds de bonification à la presse et aux acteurs culturels. Ce jeudi, c'était au cours d'une conférence de presse. 2 morts et 410 personnes arrêtées. Les violences s'accentuent au Niger après l'annonce des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Et puis l'Algérie durcit une fois encore l'accès à son territoire pour endiguer l'épidémie de la Covid-19, une décision qui touche les habitants des pays voisins. Bienvenue à toutes et à tous. Les duos de candidats ou leurs représentants étaient présents à la Sénat ce jeudi pour le tirage au sort relatif à leur positionnement sur le bulletin unique. La cérémonie s'est déroulée sous le contrôle des autorités de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Suivez le compte rendu de Kano François Mbedirinto et Denis Maouya. La publication de la liste définitive des candidats retenus pour prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, le calendrier électoral a prévu le tirage au sort pour le positionnement des candidats sur le bulletin unique qui permettrait aux citoyens d'accomplir chacun son devoir civique. C'est à cette fin que nous vous avons conviés à cette séance de travail qui est devenu un rituel depuis que nous organisons les élections dans notre pays. C'est une cérémonie qui sera fort simple. Il s'agira, dans le sens, dans l'esprit de transparence, dans l'esprit d'équité, de faire en sorte que, par le jeu de la déesse Fortuna, que chacun puisse être positionné sur le bulletin unique à travers un tirage au sort. Suite à ces propos introductifs du président de la Sénat, Emmanuel Tiando, chaque duo ou représentant de duo a procédé au tirage au sort. Numéro 1. Le duo Patrice Talon, Talacha Mariam a tiré la position 3 sur le bulletin unique. Emmanuel Tiando, par la suite, a exhorté les candidats à poser des actes pouvant préserver la paix lors du déroulement du scrutin électoral. Et en vous demandant aussi de faire en sorte que l'élection se passe dans la paix, dans la fraternité, et faites en sorte que vos militants et sympathisants ne fassent pas autre chose qui puisse compromettre cette paix. Passé cette étape, la suite du processus électoral est la présentation du spécimen du bulletin unique qui est prévu dans les tout prochains jours. Et puis le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Orunla, prévient contre les incitations à la violence via les réseaux sociaux en cette période électorale. Plus de précisions dans cet élément que je vous invite à suivre. Je voudrais vous rassurer et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion, que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes,
ou de privilégier des modes de règlement pacifiques s'emploie plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violences à l'occasion de ces élections à venir. Conférence de presse du directeur général du Fonds des arts et de la culture dans la matinée de ce jeudi. Objectif, présenter aux acteurs et journalistes culturels le projet Fonds de bonification créé par le gouvernement. Suivez le compte rendu de Kane-François Rumbederinto et Denis Marouia. Annoncé en 2016 comme étant un point phare qui existe dans le programme d'action du gouvernement, le projet Fonds de bonification a fait objet d'un point de presse que le directeur général du Fonds des arts et de la culture a animé ce jeudi 25 février. Devant les journalistes et acteurs culturels, Gilbert Déoumalé a expliqué l'objectif et le bien fondé du projet. Le Fonds de bonification est un accompagnement que l'État a institué pour encourager la création des industries culturelles. Donc ça intéresse les entrepreneurs, les promoteurs culturels. Et ceux qui auront accès donc à ce fonds de bonification doivent être en règle vis-à-vis donc du fisc au Bénin. Le secteur de la culture pourra créer de la richesse. Il y aura la création d'emplois et par ce biais, on pourra booster l'économie culturelle. Alors, aujourd'hui, le fonds de bonification, concrètement, vient offrir aux artistes les moyens de sortir des œuvres compétitives, donc de qualité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le fonds de bonification est créé, est né. Et ça permettra donc de régler beaucoup d'autres problèmes liés à la vie quotidienne. Parce que lorsque le secteur est suffisamment professionnalisé et qu'on travaille avec les artistes dans un élan d'autonomisation, il est clair désormais que les artistes vont commencer par vivre de ce qu'ils font. Qui sont alors ceux qui sont concernés par le fonds de bonification? Le fonds de bonification ne concerne pas directement les créateurs des œuvres d'esprit. Je l'ai dit. Le fonds de bonification, par exemple, ne concerne pas un plasticien. Ça ne concerne pas un musicien. Ça ne concerne pas un comédien. C'est pour les entrepreneurs. C'est deux choses différentes. L'artiste peut être entrepreneur, ça c'est un autre problème. Donc, si vous avez la volonté, le désir, le besoin de créer une industrie, vous vous adressez au fonds de bonification. Mais si vous êtes un artiste, vous voulez sortir une œuvre, ça c'est un autre problème. Ça ne concerne pas le fonds de bonification. Après avoir invité les concernés à se mettre en règle, le directeur général du Fonds des arts et de la culture a annoncé le lancement officiel du projet Fonds de bonification qui est prévu pour se dérouler dans la semaine du 15 mars au Palais des Congrès. Faisons maintenant un tour sur nos routes. Le tronçon à Kassato-Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi devient de plus en plus dangereux. Les
des cas d'accidents mortels fréquents y sont observés, les riverains et usagers demandent l'aménagement du second côté de la voie pour limiter les dégâts. Suivez le point de la descente sur le terrain avec Laurent Roland Todenkes et Jean-Baptiste Boko. Voici ce qu'est la route nationale inter-État numéro 2. Une route qui part de la ville de Cotonou pour la frontière nigérienne. À un moment donné, sur le tronçon, on se croirait dans une rue de quartier. La double voie qui quitte Cotonou s'arrête à quelques encablures du carrefour Mississento. Et ici commence le calvaire des usagers. C'est tellement exigu qu'à des moments donnés, quand il y a un choc, il y a un accident sur la voie, ça crée vraiment un embouteillage terrible, à telle enseigne que c'est un casse-tête pour la police républicaine. Pas plus tard que 10 jours, je crois, et il y a des frères, même pères, qui sont étudiants et qui allaient au cours au campus. Ils sont de Zé, selon mes informations. Ils allaient au cours et ils ont été percutés par un gros porteur qui ramasse du sable et les deux jeunes ont rendu l'âme. Tout le temps, c'est l'accident sur cette voie-là. Cette voie était petite, on croyait que depuis que le président était arrivé, le gouvernement va nous aider pour l'agissant. Jusqu'à présent, on ne comprend pas. Il n'est qu'à nous aider pour venir nous arranger ça. Parce que ça crée l'accident trop, chaque jour que Dieu a fait. Voilà, c'est l'accident. Les cas d'accident constituent le quotidien des usagers et riverains de ce tronçon. Depuis l'aménagement du seul côté qui facilite le trafic, les populations espèrent toujours que le second côté soit aménagé pour limiter les cas fréquents d'accidents. Bon, évidemment, cette voie, elle est vraiment primordiale. Moi, depuis qu'il avait fait ce côté, qu'on n'a pas fait le second côté, c'est un souci pratiquement pour tout le monde. Usagers, motocyclistes, automobiles et gros porteurs. Et à l'endroit des autorités, j'aimerais leur dire de penser à la seconde voie pour que ça puisse être fluide. Nous ne refusons pas qu'il y aurait des accidents, mais je crois que la réalisation de cette deuxième partie va un peu amoindrir les accidents. Mais au-delà de l'exiguïté de cette voie, se pose le problème d'incivisme des conducteurs et motocyclistes. Les sensibilisations et les répressions pourraient permettre de limiter les cas d'accident. L'actualité au Niger, 2 morts et près de 470 arrestations. C'est le dernier bilan annoncé par le ministère de l'Intérieur après les affrontements survenus à Niamey, la capitale. En cause, l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle. Retour sur les événements avec nos confrères de RT France. La tension est vive à Niamey, la capitale. Depuis l'annonce mardi des résultats contestés de l'élection présidentielle qui donne le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum gagnant avec 55,7%, de nombreux Nigériens continuent de descendre dans les rues. Des boutiques incendiées, des jets de pavés contre des tirs de gaz lacrymogène ont été échangés entre forces de l'ordre et manifestants, causant de nombreux dégâts dans la capitale et les villes alentours. Hier, c'est la maison du journaliste de RFI, Moussa Kaka, qui a été incendiée. C'est malheureux, voilà. C'est malheureux d'attaquer une maison d'un journaliste parce qu'elle a tout simplement fait son travail. Je n'ai rien fait aux gens de Luma, là. Je n'ai rien fait. Et moi, on voit plus de 3000 messages de menaces de mort depuis un mois, depuis 2 mois même. Ça ne peut pas aller. Ils n'ont qu'à changer d'option. Je ne suis pas leur ennemi. Leur ennemi, leur concurrent, c'est Bazoum qui a eu son pouvoir. C'est pas Moussa Kaka. Et même demain, s'il faut refaire le travail, je le referai comme ça. Un acte condamné par le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Alada, qui accuse Amadou Hama, le principal opposant, d'être à l'origine des troubles. Ce dernier n'ayant pu se présenter à la présidentielle suite à une condamnation en justice. Nous n'accepterons pas que ce pays devienne un pays de dictature. Nous n'accepterons pas que ceux qui veulent coûte que coûte, quelles que soient les conditions, y compris en mettant le feu, arriver au pouvoir, ils le fassent. Nous n'accepterons pas cela. Moussa Kaka, qui travaille comme correspondant pour la radio française depuis de nombreuses années, avait été emprisonné entre 2007 et 2008 pour mise en danger de la sécurité de l'État pour ses liens supposés avec la rébellion Touareg du nord du pays. Une attaque qui pourrait également résonner comme un message indirect à l'adresse de la France. Paris, de son côté, condamne vivement les violences post-électorales.
La France appelle l'ensemble des acteurs politiques à favoriser un climat de dialogue et d'apaisement et à recourir aux voies légales pour régler tout différend. Même son de cloche pour la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et les Nations Unies qui condamnent fermement les actes de violence au Niger et appellent toutes les parties prenantes à la retenue. Depuis l'annonce des résultats, près de 470 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, l'ancien chef d'état-major des armées, Moumouni Bourema, proche de Amadou Hamma. Quant à Maman Ousmane, il conteste toujours les élections et souhaite un recours. Nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nonobstant cette victoire acquise, nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation. Pour le pays, il s'agit de la première crise politique de cette ampleur depuis 1996 qui emporte peut-être avec elle l'espoir d'une transition politique apaisée. Près d'un an après son isolement avec le reste du monde, l'Algérie vient de durcir une nouvelle fois l'accès à son territoire pour endiguer l'épidémie de la COVID-19. Les habitants des pays voisins, notamment en Tunisie, des jeunes impactés par la crise sanitaire, semblent de plus en plus désemparés face à cette situation. Des montagnes et des forêts à perte de vue, loin de l'agitation de la capitale. Au nord-ouest du pays, à la frontière avec l'Algérie, Tabarka et Indram semblent comme figés. Cette région de villégiature, prisée pour son calme et son tourisme écologique, sombre jour après jour dans la détresse économique. Hôteliers, artisans et commerçants ferment à tour de rôle face à l'absence de touristes due à la crise sanitaire du Covid et plus particulièrement à l'absence des voisins algériens qui représentent près de 50% des touristes de la région. Sami Benjabala travaille le bois depuis plus de 10 ans. Ses créations artisanales, il les vend sur la route, point de passage entre l'Algérie et la Tunisie. Depuis près d'un an, ses créations prennent la poussière et les clients sont devenus très rares. Comme beaucoup d'artisans de la région, il craint de devoir fermer boutique. Depuis la fermeture des frontières au mois de mars de l'année dernière, notre activité a énormément baissé. On travaillait beaucoup avec nos voisins algériens, du coup aujourd'hui on ne travaille quasiment plus. En plus des Algériens, on travaille également avec les touristes étrangers, notamment des Européens. Mais tout ça c'est fini, il n'y a plus de travail. Il arrive parfois que je ne vende aucune pièce pendant toute une semaine. Il ne nous reste aujourd'hui plus que la patience. Le Nord-Ouest compte une dizaine de grands hôtels qui font vivre une grande partie de la région. Depuis la révolution de 2011, puis la crise du Covid, près de 4 grands complexes ont fermé leurs portes. Kamel, Naïma et Laïla font partie de ces dommages collatéraux. C'est le cœur serré qu'ils déambulent sur cette promenade, autrefois bondée de touristes. Au chômage technique, ils regrettent la fermeture des frontières avec l'Algérie. Nous sommes au chômage technique depuis septembre et bien avant septembre même. On n'avait travaillé que juillet et août depuis le début de la crise au mois de mars. Depuis la fermeture des frontières avec l'Algérie, les conséquences se sont alourdies car les Algériens passent toujours par notre région, pas seulement pour les vacances mais aussi pour faire leurs achats et profiter de nos marchés. Du coup, les magasins fonctionnent, les hôtels fonctionnent et même les petits commerçants, les épiciers et les vendeurs de légumes profitent de cette clientèle algérienne. Depuis cette fermeture, les conséquences sont lourdes pour tout le monde. Une situation compliquée pour ces professionnels du tourisme qui dénoncent l'inaction du gouvernement face à cette crise économique qui paralyse la région. Sur les 4 hôtels qui ont fermé, on ne comptait pas moins de 700 salariés. C'est un secteur qui nourrit beaucoup de familles ici. Alors aujourd'hui, que fait le gouvernement? Où est l'État? Il est complètement absent. Nous souhaitons que le chef de gouvernement prenne enfin ses responsabilités et trouve rapidement une solution à cette crise que nous vivons ici. Depuis la Révolution, et encore plus à cause de la crise du Covid, beaucoup sont au chômage, sans aucune indemnité. Du côté des autorités, représentées par l'Office du tourisme, on tempère. Pour le commissaire régional au tourisme, Covid et absence d'Algériens ont certes eu un impact sur l'économie locale, mais le bilan est loin d'être alarmant. Selon les statistiques, les touristes algériens d'avant Covid représentaient environ 2 800 000 personnes. Parmi eux, 1 200 000 transitaient par la frontière avec Tabarka. Nous avons constaté en 2020 une influence négative sur l'économie de la région, notamment depuis que notre voisin algérien a fermé ses frontières.
Les touristes algériens avaient un grand rôle sur l'économie de notre région. Nous avons remarqué que beaucoup de petits commerces et artisans avaient un contact direct avec ces voyageurs qui avaient l'habitude de s'arrêter fréquemment dans leurs stands. Ils souffrent aujourd'hui de cette fermeture. Alors que les frontaliers des deux bords espéraient une réouverture prochaine, le gouvernement algérien vient de décider subitement de durcir les mesures d'accès à son territoire depuis la découverte d'un variant sur le sol tunisien. Alors que seuls les travailleurs et les marchandises munis d'une autorisation de déplacement pouvaient encore circuler entre les deux pays, cette nouvelle mesure vient compliquer la situation déjà très fragilisée. Un coup dur supplémentaire pour des milliers de transfrontaliers déjà durement touchés par la crise du coronavirus. Et ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et à très bientôt.